Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique face à face. Nous recevons la secrétaire générale du MLC, Madame Eve Bazaïba. Elle est députée nationale. C'est avec elle que nous allons brosser la situation politique de la République démocratique du Congo, l'actualité politique. Nous allons parler de la subornation des témoins qui aujourd'hui divise encore la classe politique. Certaines disent que Jean-Pierre Bemba est éligible, certains disent qu'il ne doit pas se présenter, il est inéligible. Nous allons parler aussi de préalable de l'opposition par rapport à ces élections, bien que le président de la République, Joseph Kabila, a déjà présenté son dauphin. Pour l'opposition, il faudrait élaguer certains points qui bloquent aujourd'hui la bonne tenue des élections. Nous allons aussi parler de cet élément, la machine à voter, cet outil informatique qui va nous amener aux élections, ne fait pas encore consensus. Nous allons parler de tous ces éléments au cours de cette émission. Madame Bazaïba, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Très heureux de vous recevoir chez nous. Bien. Alors, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, le dossier de la subornation des témoins et la corruption divise la classe politique. Certains disent que Jean-Pierre Bemba, puisqu'il a été condamné à la CPI, à la subornation des témoins, qui aujourd'hui, selon la thèse du professeur Nyabirungu, c'est un acte de corruption. Il a fait allusion aux traités internationaux que la République démocratique du Congo a ratifiés. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'article 10 de la loi électorale qui ne donne pas la chance à ceux-là qui ont été condamnés de la corruption de se présenter, pensez-vous que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui va rester à la course par rapport à ce qui s'est dit déjà? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi, pour la première fois, de venir au plateau de Siloé TV, même si nous avons l'habitude d'organiser les émissions. Mais souvent, ça s'est fait dans d'autres milieux. Alors, je salue les téléspectateurs de Siloé TV et je vous remercie pour cette opportunité. Alors, la classe politique n'est pas divisée. Seule une classe politique, une frange de, entre guillemets, la majorité qui est en train d'être agitée, parce que la majorité ne voudrait pas jouer les jeux démocratiques. La majorité a peur d'un candidat populaire, a peur d'un candidat crédible. Elle est en train de se trémousser en gesticulant, mais c'est plutôt un débat des juristes. Vous avez peut-être oublié de présenter que moi-même, je suis aussi juriste en droit public international, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas pénaliste, par contre. Alors, il y a un débat des juristes qui s'est invité dans les salons politiques. Je voudrais une fois pour toutes, grâce à Siloé TV, expliquer la subornation des témoins. Il y a une différence entre la subornation des témoins et la corruption. Les deux concepts, chacun des concepts a une définition, que ce soit dans des encyclopédies, tout ce qu'il y a comme dictionnaire, et aussi dans notre code pénal, n'est-ce pas? Chaque infraction liée à ces concepts a aussi sa disposition légale, que ce soit au niveau international. Je prends l'exemple des statuts de Rome de la Cour pénale internationale, et même aussi dans notre code pénal. Donc, la subornation des témoins, c'est l'article 70, 1.1c du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et c'est l'article 129 du code pénal congolais. Là où vous trouvez toutes les définitions en ce qui concerne la subornation des témoins. C'est un concept qui ne s'organise, qui a le champ d'application que dans une procédure judiciaire. Ce champ est limité. On ne peut pas parler de la subornation ailleurs. Par contre, la corruption, c'est une infraction qui est reconnue aussi par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette fois-là, c'est l'article 70, mais le point 1EF. Donc même le statut de Rome reconnaît la corruption. La corruption qui n'est pas la subornation. De la subornation. Le point 1EF. Et dans notre code pénal, c'est l'article 147. Donc vous avez compris. Il n'y a pas d'analogie à faire entre la corruption et la subornation. Et là, je reviens au professeur Nyabirungu, avec tous les respects que je lui dois. Lui-même a écrit des ouvrages et des ouvrages que
en matière pénale, l'interprétation est de stricte application. Donc, en matière pénale, on ne peut pas procéder à des analogies, il n'y a pas de similitudes, hein, il n'y a pas de synonymes des mots, parce que le législateur fait attention. Il s'agit de matière pénale où on doit mettre, c'est pas moi, en quarantaine ou en privation de liberté d'une personne, on doit condamner la personne, et à partir de ce moment-là, le législateur est très sévère. Donc même la CPI, même la CPI dans cette logique exactement. La CPI, ben, le droit international, c'est la somme des droits nationaux. C'est ce qui fait le niveau international. Donc, si une personnalité, je me réserve d'ailleurs de spéculer autour, n'est-ce pas, vu mon statut des étudiants, d'une des étudiantes, de professeur, et vu mon statut de juriste, n'est-ce pas, c'est la science, c'est nos aînés dans cette science, je me réserve toute spéculation. Mais c'est quoi, la subornation? Alors, oui, la subornation, je vais y arriver. Laissez-moi d'abord terminer les distinguos de ces deux concepts. Je vous ai dit, les concepts sont différents, les définitions sont différentes. En termes d'infraction aussi, on ne peut pas faire d'analogie. Alors, maintenant, notre loi électorale, qui fait partie du bloc constitutionnel, n'est-ce pas? La loi électorale n'a nulle part mentionné le concept subornation ou l'infraction subornation parmi l'article 10, parmi les dispositions, donc l'article 10 sur le code d'inéligibilité. Voilà. On retrouve par contre la corruption dans l'article 10.3 mélangé dans une série d'infractions, des viols, des détournements des deniers publics, etc., etc. Donc, c'est tellement clair comme l'eau des roches. Concernant la situation du sénateur Jean-Pierre Bemba, il a été poursuivi d'une affaire principale des graves crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de pillage. C'était l'affaire principale. Et l'affaire subsidiaire de subornation des témoins est venue se greffer. On n'a pas procédé, le principe de jonction n'a pas été démise, mais il y a des liens entre les deux affaires. L'affaire principale et l'affaire subsidiaire. Je ne minimise pas l'affaire, je vous dis, je parle aussi avec des réserves comme juriste et je n'ai pas à spéculer autour d'une décision de justice de la haute cour comme la Cour pénale internationale. Il y a déjà eu un arrêt définitif sur l'acquittement. Pas la libération, hein, seulement l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba par rapport à l'affaire principale de laquelle se greffe l'affaire subsidiaire. Alors, le reste maintenant de l'affaire subsidiaire, il a été en son temps condamné en première instance et ce n'est pas encore une décision coulée sous la forme de la chose jugée. Ce n'est pas encore une décision irrévocable. Parce que dit notre loi électorale à l'article 10? La loi électorale est claire, sans préjudice des autres dispositions des lois, est inéligible les personnes qui se retrouvent dans des cas précis. Il y a 10 littéras. Point 1, 2, 3 de cet article dit jusqu'à 10. Et le troisième point, on trouve, donc s'il y a une décision irrévocable en matière de corruption, parce qu'il s'agit de corruption. Là, le sénateur Bemba ne se trouve pas dans ces cas d'espèce parce qu'il n'a jamais été condamné, même en première instance de corruption, mais de subornation qui ne se retrouve pas dans la loi électorale. Et quand bien même que c'est la condamnation, c'est en première instance. Je voudrais aussi rappeler aux téléspectateurs qu'en première instance, il fut condamné de 18 ans de graves crimes, mais en dernier ressort, il en a été acquitté. Ça pourrait être la même chose pour la subornation. Exactement, je ne vous fais pas dire. Donc c'est une question de dire que M. Bemba ne se retrouve nulle part dans cette disposition. Donc, s'il y a des élucubrations à gauche, à droite, comprenez donc, que... il n'a pas été condamné en appel pour la subornation? Non, pas du tout. Il n'a pas été condamné en appel. Et encore que cette procédure peut être revue sur instruction des juges d'appel. Lorsqu'on l'a acquitté à la première instance, il y a eu des injonctions des juges
pour demander que cette affaire soit renvoyée et il peut même avoir une révision totale parce que les juges d'appel ont reconnu que la chambre de première instance, quant à l'affaire principale, a commis beaucoup d'erreurs et la conséquence de ces erreurs a fait que le sénateur Bemba soit purement et simplement acquitté. Madame Bazaïba, j'ai tenté de lire certains ouvrages lorsqu'on parle de la subornation. On mentionne bien la subornation est une corruption des témoins pour qu'ils puissent soit entraver la justice, pour qu'ils puissent témoigner en défaveur, soit de la justice, en faveur de l'accusé. Donc, je reviens à vous expliquer. Je crois que quand quelqu'un veut chercher à des mots simples, essaye d'expliquer. La subornation ne peut pas se passer ailleurs que dans une administration de justice. La corruption se passe dans la vie sociale, dans d'autres endroits. Déjà, au niveau des champs d'application, il y a une différence. Alors, la subornation est une corruption de la justice. Non, vous cherchez des mots, mais en matière pénale, c'est des strictes interprétations. Il faut des mots justes pour qu'il y ait éclatement de la vérité et pour qu'on ne se mette pas à condamner un innocent. N'est-ce pas? La subornation des témoins se fait dans quelle espèce? Il ne s'agit pas des avantages ou l'argent liquide ou des promesses qu'on donne à X, Y. La subornation des témoins, lorsqu'on fait obstruction à la justice, on demande par exemple à un témoin oculaire qui était là, vous l'intimidez pour que le témoin ne vienne pas témoigner. Et dans les... vous allez utiliser quel moyen? Vous devez corrompre. Non, il y a des intimidations. On a parlé de l'argent. Non, on a parlé de l'argent, mais le juge de la Cour pénale internationale a vu dans la décision même de cette condamnation en première instance, c'est une décision qui revêt 500 pages, mais je demande à ceux qui veulent, c'est un document public, aller dans le site de la Cour pénale internationale, c'est la page 30 et le paragraphe 47, où c'est expliqué en anglais et en français ce que c'est que la subornation des témoins. Donc, si je me mets à le dire, c'est une décision de 500 pages, nous pouvons bouffer toutes les minutes sur ces plateaux. Donc, il y a des principes, il y a des règles par rapport à une émission. Donc, j'étais en train de dire qu'on empêche à un témoin, on fait obstruction à la justice. Le témoin veut venir, mais on l'intimide, il ne vient pas. Ou alors, on amène un faux témoin qui ne pouvait pas, qui n'a pas été là, qui n'a pas d'éléments pour le témoigner, le faux témoin le dit. J'ouvre rapidement. Sauf si on paye l'argent. Non, l'argent, il n'a pas été question d'argent en ce qui concerne M. Bemba. Parce mais juste par rapport à la subornation, on peut aussi par rapport à la subornation, le législateur n'a pas donné cette signification exacte concernant M. Bemba parce que le législateur a même dit qu'il n'y a pas eu versement de somme d'argent aux témoins. Et j'ouvre rapidement la parenthèse pour les besoins des téléspectateurs. Vous savez, lorsque M. Bemba, en 2013, a été poursuivi de subornation des témoins, c'était quoi? C'était des témoins à charge contre M. Bemba. Les témoins à charge présentés par le bureau du procureur, il y en avait une quarantaine. 22 témoins à charge, je souligne, ont saisi les greffes de la Cour pour dire, quand le procureur Moreno avait terminé son mandat, ils disent, nous avons été approchés par le procureur Moreno pour que nous puissions charger M. Bemba en échange des avantages. Nous avons fait notre part des contrats. Lorsque nous avons suivi M. Moreno pour avoir les avantages, Moreno nous dira, le procureur dit, j'ai déjà fini mon contrat à la Cour. Allez voir la nouvelle procureur. Ils sont allés voir la procureure Fatoumata Bensouda. Elle dit, moi je n'ai pas été dans vos accords. Du coup, ces témoins ont été frustrés. Ils ont écrit, on saisit le là, on dirait dans la subornation des témoins. Exactement. Donc, c'est l'article 70.c, 1c. Alors, ils ont saisi les greffes et quand le greffe les a mis pris en charge en termes de surveillance, ils ont donné ces éléments aussi à la défense pour que la défense soit informée qu'on leur avait demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Bien. Alors du coup, non, c'est important, cet élément est important. Le greffe pensait là alors que les témoins à charge ne se sont pas rétractés
pour rien, c'est parce que peut-être M. Bemba les aurait intimidés, aurait procédé à la subornation. C'est à ces niveaux-là. Donc, j'insiste, en ce qui concerne M. Bemba, la Cour, les juges de la Cour, ils ont suivi bien les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. La subornation, c'est l'article 70.1.1c, et la corruption, c'est l'article 70.1f. Donc, il n'y a pas une confusion à faire, et c'est la même chose aussi. Je suis très, très heureuse, parce que notre code pénal a fait le même distinguo. Vous retrouvez la subornation dans l'article 129 du code pénal, et vous retrouvez la corruption dans l'article 147 du code pénal. Puisque subornation n'est pas repris dans la loi électorale. Donc, d'ailleurs, puisque nous avons ratifié certains traités, je peux citer les traités de Rome, je peux citer de l'Union africaine, j'ai oublié, je vais me rappeler là. Il y a aussi un certain point là de l'article 215 de la Constitution qui place ces traités internationaux au-dessus de nos lois nationales. Aujourd'hui, on peut dire que si ces traités plaçaient la subornation étant la corruption, sur ce point-là, Jean-Pierre Bemba doit subir l'article 10 de les conventions, la Constitution dans son article 215, les conventions internationales régulièrement ratifiées ont force de loi au niveau interne. Notamment la Convention de l'Union africaine. Encore que ça soit ratifié. C'est pas ratifié. Non, encore que ça soit ratifié, encore que ça soit signé. Encore qu'on procède au droit comparé. Au moment où je vous parle, la seule convention qui a été domestiquée dans notre législation nationale, c'est le statut de Rome de la Cour pénale internationale où moi-même j'ai participé. Et la Convention des Nations Unies la Convention des Nations Unies n'a pas été l'objet de cela. Et j'insiste sur la stricte interprétation de notre code pénal. Et en plus, il y a l'article 23 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui est clair. Nous, la poène il n'y a pas d'incrimination sans infraction. Nebis idem. On ne peut pas condamner une personne deux fois pour la même infraction. Donc, toutes ces dispositions des lois viennent battre en brèche les élucubrations à gauche et à droite, des interprétations, des analogies qui ne sont pas dans les matières du droit. Donc, on ne procède pas à des analogies, à des interprétations erronées. D'ailleurs, j'ai honte. Si vous voulez dire, Mme Bazaïba, la Convention des Nations Unies de 2003, la Convention de l'Union africaine du 11 juillet 2003 n'ont pas été ratifiées. N'ont pas été ratifiées par d'autres pays. En plus, ne sont pas d'application. Et ces conventions, il n'y a pas de confusion. Donc le professeur Nyabirungu est en erreur sur ce point-là. Le professeur Nyabirungu est totalement en erreur par rapport à ses propres convictions, par rapport à ses propres livres qui parlent de stricte interprétation. C'est-à-dire, lorsqu'on va de l'anglais au français, on ne fait pas des traductions littéraires. Ouais. On fait des traductions littéraires en matière de droit. On fait des traductions littéraires. Donc, en ce qui nous concerne, je crois que les législateurs congolais ne peuvent pas tergiverser. Même la CENI, parce que l'institution la plus importante qui doit nous suivre, c'est la CENI. Là-dedans, il y a même des juristes maison qui savent très bien. Donc, je voudrais ramener ça vraiment à la possibilité consommable pour tout le monde. Deux mots différents, deux concepts différents, deux définitions différentes. Si en termes d'infractions, des infractions différentes avec deux dispositions différentes, que ce soit au niveau du statut de Rome, de la Cour pénale internationale ou du Code pénal congolais. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, j'aurais honte de continuer à débattre de ce genre de choses. C'est comme si c'est pour rien que j'avais chauffé les bancs de l'université. Merci beaucoup. Aujourd'hui, si la CENI traitait le dossier de Jean-Pierre Bemba par rapport à la thèse du professeur Nyabirungu et également la position de la majorité présidentielle qui signale très bien Jean-Pierre Bemba est inéligible parce qu'il a été condamné par rapport à la subordination, vous avez déjà expliqué là. Donc aujourd'hui, selon vous, si Jean-Pierre Bemba
est écarté. La CENI écarte Jean-Pierre Bemba par rapport déjà à la thèse, par rapport à l'interprétation qui dit que la subordination égale à la corruption. D'abord, je ne vois pas par quel moyen la CENI peut l'écarter. C'est pour cela que je dis si. Non, nous sommes dans les conditionnels. Moi aussi, je voudrais aussi aller dans ces mêmes logiques. Bien. Je vais y arriver. Je ne vois pas par quel moyen. Parce que la loi électorale parle d'une décision irrévocable. Si même c'était la corruption en première instance, la CENI n'a pas aussi de voix à devoir écarter. Maintenant là, ce n'est pas la corruption, c'est la subordination qui n'est pas répit d'un bout à l'autre de la loi électorale, et moins encore dans l'article 10. Je ne vois pas. Mais si on est dans votre hypothèse, on va alors acter que M. Nanga et la CENI travaillent au service de la majorité. Parce que nous savons que Nanga maintenant est l'objet de pression. Il a des instructions, il y a des injonctions par rapport à M. Nanga. J'en profite devant Siloé TV, qui est aussi une télévision d'une confession religieuse, pour dire que M. Nanga devra se rappeler qu'il n'est pas à la CENI par hasard. Il est à la CENI, à la tête de la CENI, parce qu'il représente la société civile, et pas n'importe laquelle. C'est l'institution des églises, des confessions religieuses. Le MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba et le peuple congolais derrière lui, toute la frange de la population qui soutient, qui a la vision, qui soutient la vision de M. Jean-Pierre Bemba, ne demande pas de faveur. C'est l'équité de la justice. La justice élève une nation. Vous savez, par exemple, le chef de l'État, mieux vaut tard que jamais, il n'est pas trop tard pour bien faire. Il a finalement compris que nul n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Il n'a pas postulé pour le 3e mandat. C'est ce que nous avions entendu en 2016. Pour le moment, il s'est déchargé d'un engagement. Et la pomme chaude est entre les mains de la CENI, et la CENI pourra peut-être donner une passe à la Cour constitutionnelle. Donc chacun de nous, à cet instant, a son rôle à jouer. Moi, j'ai mon rôle à jouer. C'est ce que j'ai fait, j'éclaire l'opinion, n'est-ce pas? M. Nanga aussi a son rôle à jouer. Vous aussi de la presse, vous faites un très bon rôle. Vous m'avez invité ici, ça c'est quelque chose de très important. Les auditeurs, les téléspectateurs plutôt qui nous suivent, ont aussi leur rôle à jouer. Parce que tous ces acteurs-là ne sont pas tombés du ciel. Ils ont des familles, ils ont des milieux qui rencontrent, chacun devra jouer son rôle. Vous n'allez pas faire parler la rue si on rejetait la candidature de Jean-Pierre Bemba. Mais de toutes les façons, ce n'est pas moi qui vais faire parler la rue. Le constituant a tenu compte du droit de la rue. La rue, c'est la population, c'est le peuple souverain qui a l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui... Si M. Nanga exerce son pouvoir en violation de la Constitution, en violation des lois et règlements de la République, n'est-ce pas, en condamnant quelqu'un qui n'est pas condamnable, quelqu'un qui a ses droits civils et politiques, est-ce qu'on s'imagine vraiment que le temps de Dieu a sonné par rapport au sénateur Jean-Pierre Bemba? Quelqu'un qu'on avait enterré, que Dieu a ressuscité et la justice a agi, il a été acquitté, il n'a pas seulement été libéré. Est-ce qu'on se rend compte de ça? David est déjà un, que Saoul fasse attention. Il n'a de voix que de s'amender, de laisser libre le plan de Dieu. Parce que aller en obstruction, en obstacle du plan de Dieu, attention. Hein. Bien, puisque vous pensez avoir raison, si on rejetait la candidature de Jean-Pierre Bemba, pourquoi pas voir la justice réclamer votre droit? Mais nous avons toujours usé de tous les moyens du droit. Nous avons toujours usé tous les moyens de... Je vais vous donner un exemple. Nous avons essayé de faire un plaidoyer par rapport à la situation de M. Bemba. Depuis 10 ans à la Cour pénale internationale, personne n'a voulu nous écouter. Tout le monde nous a dit, non, la justice est indépendante. Eh bien voilà, M. Bemba, c'est un dossier malsain, c'est une question d'éthique et de moralité. On dit, ok, c'est bien, la justice de Dieu va agir. Nous avons armé nos avocats, nous avons lu. Vous savez les accusations contre M. Bemba? 10 000 pages. Une rame de papier à 500 feuilles. 10 000 pages en anglais. Nous avons tout traduit dans la langue de notre compréhension. Nous l'avons étudié. La défense s'y est mise. Et au MLC, nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu, nous avons vaincu.
Bien, parlons maintenant de la déclaration commune de l'opposition. Puisque aujourd'hui vous êtes dans cette position-là, vous ne savez pas ce qui se passera après les traitements des dossiers au niveau de la CENI. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui déjà voir qui sera votre candidat si aujourd'hui l'opposition parlait de la candidature commune comme vous le faites? Pensez déjà à un candidat. On n'aimait pas la charrie devant le bœuf. Mais vous avez suivi le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président du MLC lui-même. Il a clairement dit, nous soutenons la candidature unique de l'opposition. La même lignée. Il avait dit, même quand il était à la Cour pénale internationale, il avait demandé l'unité de l'opposition. Il a écrit. Si on désignait un autre candidat que lui, donc dans les consensus de l'opposition, nous soutenons. Le MLC, le Fonds pour le respect de la Constitution, le MLC et tous ses alliés, nous soutenons. Et nous osons croire, si dans les groupes, on soutenait aussi la candidature de M. Bemba, les autres aussi vont nous appuyer. Le MLC a toujours été dans la logique des élections. La position est douteuse. Pas du tout. Nous sommes totalement à l'aise. D'ailleurs, nous regrettons le fait que M. Moïse Katumbi soit empêché de venir au Congo. Parce que le jeu démocratique doit être libre, clair. Pour gagner les élections, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut que le jeu démocratique soit là, tout le monde soit là, de manière inclusive. On ne peut pas mettre de côté les autres. Pourquoi avoir eu peur de Moïse Katumbi? Il faut le laisser venir, c'est un fils de ce pays. Il postule, que la population décide. Ce sont les préalables que nous observons aujourd'hui au niveau de l'opposition. À tout moment, si Joseph Kabila arrivait à donner une réponse, vous présentez un nouveau préalable. Si ici, au niveau de la majorité, on donne la réponse à une de vos préoccupations, vous trouvez un nouveau préalable ou bien des préalables. Mais vous ne pensez pas que c'est vous qui avez peur des élections au niveau de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la déclaration commune du lundi. Vous exigez le retour de Jean-Pierre, le retour de Moïse Katumbi, vous exigez l'élagage de la machine à voter, vous exigez la libération de prisonniers emblématiques, tout ça, et puis qu'on ne puisse pas mettre à côté la candidature de Jean-Pierre Bemba. Après le renoncement du troisième mandat, vous ne pouvez pas vous préparer pour les élections. Je voudrais commencer par le bout de phrase. Vous savez, le fait que le président Kabila, le président sortant, ait renoncé à un troisième mandat, ce n'est pas un cadeau. C'était une obligation constitutionnelle pour lui. Ce n'est pas moi qui ai prêté serment. Moi, j'avais prêté serment devant la Constitution pour devenir avocat. Lui, il a prêté serment devant Dieu et la nation d'observer et de faire observer la Constitution. C'était depuis 2016 qu'il devait le faire. Je crois qu'il s'organise avec son Dieu pour s'amender pour les 2 ans qu'il a bouffé comme ça, sans la volonté, sans avoir respecté son engagement. Et en fait, je voudrais vous dire le rôle de l'opposition. L'opposition est constitutionnelle, c'est l'article 8 de la Constitution. Les droits liés à l'existence de l'opposition, à l'exercice de notre droit pour accéder démocratiquement au pouvoir, ces droits-là sont consacrés, sont dits sacrés par la Constitution de la République. Joseph Kabila il a respecté. C'est ce qu'il a respecté, mais en retard. Mais pourquoi écoutez, je dis, notre rôle, c'est de contrôler la gouvernance par ceux qui sont en train de gérer. Et puis de demander à la population d'adopter notre programme pour que nous puissions obtenir l'alternance. Je l'ai toujours dit, l'alternance en démocratie, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène en démocratie, elle est asphyxiée et elle meurt. Maintenant, je réponds. Les préalables dont il est question, c'est l'engagement des uns et des autres lors de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais de préalable au préalable. Mais ce n'est pas des préalables au préalable parce qu'on ne les a pas exécutés. Je vous informe que nous avons des compatriotes en prison pour des raisons d'opinion. C'est honteux, en plein 21e siècle, d'avoir des prisonniers d'opinion parce que quelqu'un a exprimé son opinion. Vous avez parlé des conventions des Nations Unies. La 2IDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'impose à tous les États la liberté d'expression, des religions, des manifestations, des réunions. Mais il y a des gens pour des réunions, pour s'être réunis, pour avoir exprimé leur opinion, ils sont en prison. Nous avons par exemple des gens qui sont bénéficiaires de l'amnistie, le membre du MLC, arrêtés là-bas tout simplement pour avoir porté un effigie, des t-shirts frappés à l'effigie de Jean-Pierre Bemba. Et ils restent là-bas en prison 8 ans, 10 ans, et ils sont bénéficiaires de l'amnistie signée, promulguée du reste par le chef de l'État depuis
2014, mais ça fait 4 ans, il continue à croupir en prison. C'est honteux. On est dans quelle planète? Où sommes-nous? Bien. Alors, si ces préalables ne sont pas respectés, vous n'allez pas aux élections. Attendez, je vous dis. Nous sommes cap vers les élections. Le MLC, en tout cas, cap vers les élections. Nous ne sommes pas dans des combines, arrangements particuliers pour prendre le pouvoir. Nous l'avons déjà dit, non, nous restons constants dans notre position. La machine à voter, ce n'est pas un préalable. La machine à voter, c'est un devoir. Là, on ne s'adresse pas à la majorité, on s'adresse à la CENI. La machine à voter n'existe nulle part, ni dans la loi électorale, ni dans quoi que ce soit, les mesures d'application et tout. Le calendrier électoral, une décision signée par le président de la CENI, nulle part on retrouve la machine à voter. Je demande aux téléspectateurs, consultez le point 38, 39, 40. Il s'agit de préparation de bulletins de vote à papier, commande de bulletins de vote, impression, déploiement de ces bulletins dans des sites des élections. Et dans les 17 préalables, contraintes plutôt, les 17 contraintes que la CENI avait retrouvées, si tel point n'est pas réalisé, on n'aura pas les élections. Si tel point n'est pas réalisé, on n'a pas les élections. Les 17 contraintes, nulle part, on trouve la machine à voter pour dire s'il n'y a pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection. C'est une invention du président de la CENI, M. Nanga, avec les personnes qui l'ont conseillé, je ne sais qui. Avec cette machine, vous irez aux élections ou pas? On ira aux élections sans la machine à voter. Et si la machine... On ira aux élections sans la machine à voter. Pourquoi? Demandez-moi plutôt pourquoi. Ouais. Pourquoi nous n'irons pas aux élections? Nous irons aux élections sans la machine à voter parce que cette machine-là, ce n'est qu'un appareil pour nous voler les voix par machine interposée et puis pour nous voler l'argent. La machine coûte $400 à Séoul. Ici, le président de la CENI a présenté un budget qui n'était pas même présenté à l'Assemblée nationale, là où moi je siège. Nous sommes l'autorité budgétaire. On présente un budget de $1500 par machine. À la commande de 100 000 machines, la République devra dépenser 150 millions de dollars américains. Mais Jean-Pierre Bemba a approuvé cette machine. C'est important. Jean-Pierre Bemba n'a pas éprouvé. S'il vous plaît, il a dit c'est une bonne machine. Mais il faudrait voir comment l'utiliser. Je vous demande de retirer. Il ne faut pas amener des assertions erronées. Je vous insiste. 150 millions de dollars américains pour l'achat de ces machines. Mirou System ne demande que 40 millions, les prix réels. Mais le gap de 110 millions. Donc, nous volons même l'argent par machine interposée. J'ai demandé aux agents de la CENI, si vous voulez des marchés, c'est tout à fait normal. En Kikongo, nous disons, Kuba Sadi Langa, Kuba Di Langa. C'est-à-dire, là où vous travaillez, c'est là où vous pouvez manger. Il y a plusieurs autres marchés. Arrêtez cette affaire de la machine à voter. Nous n'avons même pas 1% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité. Et si cette machine n'a la puce qu'on va mettre la promouvoir. Si cette machine la machine sera élaguée. Je ne veux même pas prendre une assertion contre la République. On a déjà tout acheté, Madame Bazaliba. On n'a pas tout acheté. On n'a pas tout acheté. On a déjà tout commandé. On n'a pas tout commandé. D'ailleurs, nous parlons, il y a une équipe qui est une équipe peut être à Séoul pour ses vacances, c'est très bien. Mais nous disons que M. Nanga ne porte pas la responsabilité de toute une république. L'article 167... Apparemment, vous avez peur de répondre à cette question, madame. Non, je n'ai pas peur. Si la machine à voter n'est pas élaguée, qu'est-ce que vous allez faire? La machine à voter sera élaguée. C'est une réponse que je vous accorde. Selon le MLC. L'article 167 de la Constitution, de la loi électorale est clair. Comment vous allez pour utiliser n'importe quel procédé électronique pour l'organisation des élections, la CENI devra préalablement obtenir le consensus des partis. Le consensus n'a pas été obtenu. M. Nanga ne peut pas venir nous imposer quelque chose où le consensus n'est pas là. Je vais vous dire une chose. La CENI existe par la volonté des politiques. Nous avons dit, mettons en place une institution qui va être au milieu du village pour nous accompagner à l'organisation des élections. Si on était dans la logique comme les autres collègues, compatriotes, que la classe politique puisse s'organiser à se partager le pouvoir autrement, on n'allait pas avoir l'utilité de la CENI. Ah oui. Donc c'est tout à fait clair à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc la machine à voter, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis plus que sérieuse parce que la plupart des conflits qu'il y a dans cette Afrique, c'est entre autres la mauvaise organisation des élections. Et attendez, si en amont, il n'y a pas un minimum confiance pour l'organisation du processus, en aval,
il y aura des problèmes pour l'acceptation des résultats. Nous voulons qu'il y ait l'expression réelle, efficiente du suffrage universel de la population. Vous allez boycotter les élections si la machine à voter est maintenue. Le MLC n'est pas dans la logique de boycott des élections. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Et lorsque vous avez dit que M. Bemba avait accepté la machine, il n'avait pas dit. Il dit, la machine est là. J'ai essayé, moi, Bemba, de voter. J'ai utilisé 6 minutes pour voter. Faisons un calcul simple. Vous allez voter pendant 6 minutes, mais il a mis la moitié. Supposons qu'on vote pendant 3 minutes, avec une certaine accélération. Il y a 11 heures de vote. Nous avons 330 minutes. 3300 minutes, je crois. Et qu'on vote de 7 heures jusqu'à 17 heures. C'est juste 120 à 200 personnes qui peuvent voter. Et 600 personnes qui attendent sur le rang. 400 autres vont voter à quel moment? Il n'a parlé que de temps. C'était la petite partie de son interview qui a été rendue publique. Bien. Mais autre chose, nous entendons déjà vers la fin. J'insiste aussi pour la machine à voter, le procédé de transfert des résultats. Ça, c'est très dangereux. Si on doit mettre des puces et échanger des puces, n'importe qui peut amener des résultats, mettre dans des puces avec le VSAT envoyé au niveau des CELSER ou envoyé au niveau des CNT ici. Ça aussi, nous avons toujours demandé à la CENI une réunion technique pour que nous puissions rassurer de nos voix que nos voix ne nous soient pas volées. Puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission, il y a une toute petite question. Alors, nous avons constaté après la publication, après les dépôts des candidatures, certains candidats de l'opposition parlent déjà des chiffres un peu colossaux de budget lorsqu'ils seront élus. On voit Jean-Pierre Bemba qui parle des 80 milliards s'il est élu président de la République. Depuis que la RDC est indépendante, nous n'avons jamais eu même un budget de 10 milliards. Comment, par quelle magie? Apparemment, au niveau de l'opposition, vous avez des bâtons magiques, vous pensez très bien. Dès lors que vous avez le pouvoir, vous tapez comme ça 80 milliards. Vous savez que dans notre pays, la gouvernance de ce pays, c'est juste la volonté politique de canaliser les recettes et les ressources dans le trésor public. Je vais vous donner un exemple banal. J'ai introduit une demande à la SNEL pour avoir un départ unique. On me donne une facture, payer ceci, payer cela. J'ai dépensé plus de 2000 $. Je n'ai pas eu le départ unique, mais je n'ai pas reçu cet argent. Mais quand on m'a demandé d'aller payer, vous savez combien j'ai payé? 48 000 francs congolais à la banque. Je parle de la SNEL. 48 000 francs congolais. Donc, ce genre de cas, si ça se passe dans nos frontières, si ça se passe dans les taxations ailleurs, il suffit de canaliser les ressources dans les trésors publics. La traçabilité. Traçabilité des ressources, tout simplement, c'est la volonté. Donc, si, vous savez ce qui se passe dans nos budgets, lorsque nous recevons le budget à l'Assemblée nationale, il y a 2 rubriques, mobilisation des recettes de l'État et de dépenses. Souvent, on nous amène des mobilisations des recettes minorées. Et il y a des nomenclatures qui ne sont pas reprises en matière de minerais et on n'a pas diversifié les ressources. Et il suffit seulement de canaliser cela. Souvent, nous le faisons, on trouve des ressources additionnelles là où on devait faire dans les recettes. Et dans les dépenses, souvent, on essaie de majorer les recettes. Là, on peut payer 100, on dit que nous allons payer 150, de sorte qu'au moment de l'exécution du budget, on paye 100 et les 50 autres, on pense que ça a un bonus. Donc c'est seulement la politique de l'assainissement des recettes publiques, point barre. Donc les chiffres là ne sont pas des discours politiques. Non, ce ne sont pas des discours politiques parce que nous avons aussi nos preuves. Là où nous avons géré, vous pouvez vous renseigner, hein, même si on n'a pas géré le budget. Jean-Pierre a été vice-président. Il a été vice-président, nous avons atteint le point d'achèvement. Les DCP, nous avons atteint, les autres en ont bénéficié, nous avons fait le travail qu'il faut. Merci beaucoup, voilà. Madame Eva. On a été très bien cotés par les institutions de Bretton Woods. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Emmanuel Shadari, il sera à votre face, il sera candidat du FCC. Vous n'avez pas peur? On n'a même pas, je ne suis même pas intéressé. Moi, j'ai eu à travailler avec Emmanuel Shadari, je suis son chef. J'étais secrétaire national quand il était président fédéral, je le connais. Lorsque nous avons tenu notre... Oui, tout à fait. Lorsque nous avons tenu notre congrès, j'ai réinvité parce que nous sommes une opposition républicaine. Donc nous disons que ce qui nous unit
est plus fort que ce qui nous sépare. Mais justement, nous voulons avoir ce genre de débat démocratique en respectant les règles. Tous les problèmes que nous avons avec la frange de la famille politique de la personne citée, c'est qu'il n'y a pas respect des règles. Donc on est toujours dans la magouille, mais on a peur de rien. Nous leur demandons que le jeu démocratique soit joué sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, nous voulons, je ne veux pas aller à dénigrer qui que ce soit, nous aurions voulu qu'il y ait vraiment des calibres, que tout le monde fuit là. Donc, il ne faut pas éliminer qui que ce soit, l'inclusivité, que nous ayons tous le même accès aux médias publics, par exemple. Je suis député national, présidente d'une commission. J'interviens au Parlement, on ne peut pas me faire un gros plan à la RTNC parce que le caméraman va être sanctionné. Et quand je pense que c'est moi qui ai travaillé la loi sur l'audiovisuel, c'est moi qui ai travaillé la loi sur la redevance à la RTNC, je suis désolé, mais je l'ai fait pour mon pays. La liberté de circulation, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui rentre dans son pays de ne pas accéder à la Gombe parce que c'est une commune présidentielle. Quelqu'un qui a grandi à Gombe. Ça, c'est déjà une restriction de liberté. Merci beaucoup, Mme Eve Bazaïba. Il faut qu'il en soit ainsi, la liberté pour tout le monde. Il n'y a pas de... Nous sommes allés déposer notre candidature. Il y a eu des coups de gaz lacrymogènes. On a tiré. M. Félix Tshisekedi est allé déposer la candidature. La même chose. Mais lorsque Chadar y est allé déposer la candidature, sa famille politique a même brisé la barrière de la CENI. Aucun coup de matraque, aucune sommation, aucun coup de gaz lacrymogène. Ce genre de discrimination, nous disons non. Merci beaucoup pour avoir répondu présent à cette invitation. Pour la toute première fois que vous soyez sur le plateau, ici, dans les installations de Siloé TV. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec les débats. Prochainement, vous serez encore ici. Et nous disons vraiment très merci par rapport à votre disponibilité. Mesdames et messieurs, c'était Réplique face à face. Nous avons reçu Mme Eve Bazaïba, la secrétaire générale du MLC. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV.